Ce qu'on va voir comme plan de cette capsule, c'est un rappel des principaux fondements en évaluation. On va essayer de distinguer critères et indicateurs aussi. On va regarder les deux types d'évaluation qui nous sont proposés et j'aimerais porter votre attention sur la distinction qu'on se doit de faire des niveaux d'attente à l'égard des étudiants. Les étudiants sont souvent informés tardivement de l'évaluation des attitudes. Alors souvent, on attend d'être rendu en stage, par exemple, pour dire, on va vous évaluer au niveau des attitudes. Ce qu'il faut reconnaître aussi, et c'était l'objectif de ce projet, c'est que les enseignants se sentent aussi mal outillés. Quels sont les outils qui sont à portée de main, qu'on peut utiliser et qui permettent vraiment de témoigner du développement des attitudes professionnelles? Et d'autre part, je le répète parce que j'en ai fait référence tantôt à propos de la gestion de classe, c'est difficile de faire échouer un étudiant par rapport à une attitude. Des fois, on va entendre des professeurs qui vont dire ou des enseignants qui vont dire elle l'a pas, ou elle a pas un comportement professionnel associé à ce qu'est par exemple une infirmière ou un infirmier, ou elle n'a pas les attitudes qui sont liées à techniques policières par exemple. Alors, il y a des choses à mettre en contexte. Quand on évalue, il peut être important de se reposer certaines questions fondamentales. Pourquoi on évalue? Est-ce qu'on va le faire de façon formative ou est-ce qu'on va le faire de façon sommative? Qu'est-ce qu'on évalue? À quel contenu on se lie? Comment on va le faire? Est-ce qu'on va choisir d'intégrer l'évaluation à une situation authentique qu'on propose à nos étudiants? Qui va évaluer? Selon que vous proposez une auto-évaluation ou une évaluation par les pairs, alors différents acteurs peuvent, je dirais, jouer ce rôle d'évaluateur. Et quand est-ce qu'on va le faire? Parce qu'on ne peut pas mettre sous tension des étudiants tout au long d'un cours. Alors, il faut que ce soit identifié formellement. Ce qui est intéressant quand on parle des attitudes, c'est que, au fond, l'attitude devient un critère d'évaluation et le comportement, donc l'indicateur que vous aviez, qui était associé à l'attitude, va être cette qualité que l'on recherche. Alors, évidemment, c'est aidant parce que si vous avez, par exemple, des grilles d'analyse descriptive, vous allez donc ajouter un critère qui sera, par exemple, le sens de l'organisation. Et dans les tableaux que vous allez faire, vous allez décrire ou vous allez moduler ce comportement que vous avez déjà identifié, qui s'appelle l'indicateur. Alors, revenons sur le concept d'évaluation formative. Quand on parle d'une évaluation formative, on parle d'un processus qui est continu et qui va permettre à l'étudiant de pouvoir progresser. Parce que on essaie de lui faire voir ce qu'il sait, où il en est dans son processus. Et vous savez très bien qu'au niveau de l'évaluation formative, il peut y avoir l'étudiant, il peut y avoir les pairs, et il peut y avoir vous qui intervient dans ce processus. Quand on parle d'une évaluation sommative, l'objectif est très différent parce qu'on statue sur l'atteinte, justement, des objectifs d'apprentissage. Alors, c'est souvent à la fin d'un ensemble ou d'un volet, on propose à l'étudiant une activité d'évaluation sommative. Donc, c'est au terme d'un module, d'un cours, d'un programme, peu importe. Dans les derniers éléments que j'aimerais vous présenter, c'est l'idée de garder en tête qu'on ne peut pas demander aux étudiants un niveau comparable en début de formation et en fin de formation. Vous avez comme préoccupation d'amener les étudiants le plus près possible du marché du travail. Mais en même temps, il faut réaliser qu'on est dans une institution scolaire et qu'il y a une progression à aller chercher. Ces éléments de distinction m'apparaissent importants quand on parle d'un stagiaire et quand on parle d'un professionnel. On dit qu'un stagiaire est novice au début de sa formation et débutant
à la fin de sa formation. Le professionnel, il est compétent après 1 à 2 ans de pratique dans une même unité de soins, par exemple, si on parlait de soins infirmiers. Le professionnel, il est performant après 3 à 5 ans de pratique et il est expert après 5 ans. Je vous demande juste de penser à votre propre parcours et il y a de fortes chances que vous arriviez sans doute approximativement à ces échelons ou ces unités là temporelles. Pour vous donner un exemple plus précis, vous avez sous les yeux un diapo qui présente les 3 années d'un programme qui s'appelle Technique d'orthèse visuelle et les attentes que l'on a par rapport à certaines attitudes, celle-ci est la communication. Alors, on ne peut pas attendre d'un étudiant à la fin de la première année ce qu'on attendra de ce même étudiant à la fin d'une 3e année. Même chose pour vous, si vous avez un programme qui s'échelonne sur 6, 9 mois, 12 mois, il y a une progression et c'est ce regard qu'il faut jeter, d'où l'idée de partager les attitudes dans cette espèce de logigramme ou en tout cas de grille de cours, de telle sorte que l'étudiant soit confronté progressivement au développement et à l'exercice de ces différentes attitudes professionnelles. Voilà qui met un terme à cette capsule. Je vais vous proposer par la suite des éléments qui vous permettront d'aller plus loin, soit au niveau de l'évaluation et soit au niveau aussi des stratégies d'enseignement.